Nous sommes en octobre 2019 et partout dans le monde, de Hong Kong à Barcelone, des mouvements de contestation émergent contre les pouvoirs en place. Des soulèvements portés par des citoyens et citoyennes toujours plus déterminés, conscients et avides d'égalité. Des peuples qui ont décidé de ne plus se laisser faire. Seulement voilà, ils font face à des systèmes qui n'ont eu comme quasi seule réponse que la violence et la répression policière ou militaire. Et au milieu de tout ça, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver, de comprendre les causes de ces colères, l'étincelle qui a mis le feu à la plaine, la multitude des revendications. Bienvenue dans Mauvaise Presse, l'émission qui décrypte l'information pour vous, en s'appuyant notamment sur le travail des médias et des journalistes indépendants. Pour cette troisième émission, nous recevons Théo Cazenave, rédacteur en chef du site Le Média Presse, le site écrit du média qui revient de Catalogne et qui suit depuis longtemps ce qui se passe en Espagne. Bonjour, bonsoir Théo. Nous recevons également Martine Bullard, rédactrice en chef adjointe du Monde diplomatique, responsable du secteur Asie, pour parler de la révolte démocratique à Hong Kong. Bienvenue. Merci. Et enfin, notre troisième invité ce soir est Vincent Cespedes, philosophe, essayiste et auteur de l'ouvrage « Vivre au printemps, philosophie du clash et clash de la philosophie » publié en avril 2018, avec qui nous allons parler de manière plus large de tous ces mouvements de révolte qui essaiment à travers le monde actuellement. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Les indépendantistes catalans ne décolèrent pas et poursuivent leurs actions pour dénoncer la condamnation de leurs dirigeants à de lourdes peines de prison. Après avoir bloqué l'aéroport de Barcelone, des manifestants ont barré plusieurs routes à travers la région. Des voies de chemin de fer ont également été coupées. Le président catalan s'est exprimé. Le dialogue, le vote et la liberté représentent le meilleur chemin pour résoudre les conflits. Les menaces, la prison et la punition ne résolvent rien. Hostia, este le ha dicho que no, no. ¡No, hijo de puta! Si, sisplau. Le gouvernement de Pedro Sánchez a dénoncé mardi soir la violence généralisée des dernières manifestations. Et 2 ans après l'échec du référendum d'autodétermination, il appelle de nouveau au calme et à la reprise du dialogue. Ce n'est pas un problème seulement catalan, régional ou espagnol. Cela nous concerne tous, y compris les journalistes. Il s'agit d'un problème qui est relatif à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion. Lorsqu'un pays sape l'un des fondements de la démocratie, nous sommes tous en danger. Le 22 octobre, des drapeaux catalans étaient brandis à Hong Kong par les manifestants en signe de solidarité. En effet, depuis près d'une semaine, et les condamnations qui sont tombées pour les leaders indépendantistes, les Catalans manifestent par centaines de milliers, bloquent et affrontent les forces de l'ordre dont la violence répressive semble être la seule réponse apportée par le gouvernement espagnol. Depuis plusieurs jours, des images d'émeutes, de passages à tabac, de manifestants par des policiers et de mobilisations massives inondent les réseaux sociaux sans que l'on comprenne toujours bien comment l'Espagne en est arrivée là et comment elle va sortir de cette crise majeure. Et c'est avec toi, Théo Cazenave, qu'on va discuter et tenter de décrypter tout ça. Et pour petite précision, on vous voit les gens ici, mais comme on est collègues tous les deux et qu'on se côtoie au quotidien, on va se tutoyer évidemment ce soir. Sans problème. Pour commencer, en gros, on va essayer de comprendre ce qui se passe en Catalogne. Donc comme on l'a vu, il y a de très fortes mobilisations, des mobilisations non violentes et des mobilisations émeutières, entre guillemets. Est-ce que tu peux un peu nous faire un petit bilan de ce qui se passe en ce moment en Espagne ? Ouais, alors je pense que pour resituer tout ça, il faut partir du début de la semaine. Donc on a lundi dernier les condamnations qui tombent donc des 12 leaders indépendantistes catalans jugés pour la tentative de sécession de l'automne 2017. Donc lundi, le verdict tombe et 9 de ces 12 leaders sont condamnés à des peines qui oscillent entre 9 et 12 ans de prison.
Et là, on est un peu dans l'expectative en Catalogne et pour les observateurs de ce conflit-là, qui dure depuis un moment déjà. On se demande qu'est-ce qui peut se passer en termes de réponse populaire, en termes de mobilisation. Et on a un collectif assez mystérieux, le Tsunami démocratique, qui est donc un collectif de mobilisation qui lance ses appels par les réseaux sociaux. Et ce collectif-là, il se sert notamment de Telegram, donc qui est une messagerie chiffrée, une espèce de WhatsApp sécurisé. Vers midi, ce collectif appelle à une mobilisation sur une place de Barcelone. Les gens se rassemblent. On a déjà des centaines, plus de 100 000 personnes qui suivent ce compte sur Telegram. Les gens se rassemblent à Barcelone et sur les coups de 13 h, on a cet appel, tous à l'aéroport. Ils bloquent un aéroport, ils marchent jusqu'à l'aéroport. Ils marchent plusieurs heures parfois parce que la distance entre le centre de Barcelone et l'aéroport est quand même assez longue. Et donc on a ces grands cortèges sur les axes qui mènent à l'aéroport avec des drapeaux indépendantistes dans une ambiance qui a l'air assez bon enfant et assez irréelle aussi parce que du coup ça bloque les accès à l'aéroport et on voit ces cohortes de touristes qui ne comprennent pas forcément tout ce qui se passe en ce moment-là et qui doivent marcher pour ne pas louper leur avion avec leurs valises à proximité. Ces gens-là, ces militants arrivent à l'aéroport. On estime qu'au fait de la mobilisation, ils sont à peu près 10 000 à bloquer cet aéroport. Et ça permet de donner une large visibilité à leur action et de bloquer l'activité économique puisque plus de 110 vols ont été annulés. La police charge donc ces manifestants-là et il y a quand même plus de 100 blessés. Il y a un jeune homme de 22 ans qui perd un œil puisqu'il a reçu un projectile de lanceur de balles de défense dans l'œil. Un autre qui perd un testicule, c'est quand même une charge assez violente. C'est dans l'action de l'aéroport. C'est dans l'action de l'aéroport, oui. Et au demeurant, au-delà de ces actions qui sont de leur côté plutôt non violentes, mais quand même assez déterminées, c'est plutôt la désobéissance civile. On a aussi vu depuis une série d'émeutes et d'événements d'émeutes à Barcelone qui paraissent totalement irréels eux aussi. Ça, c'est pas le tsunami démocratique, ça c'est autre chose. Bon, ça, c'est pas le tsunami démocratique. Donc voilà, c'est ces images qu'on a pu voir, qu'on a vues juste avant. Cette Barcelone en flammes, ces émeutes qui se dressent dans le cœur du quartier de Gracia, dans le centre-ville de Barcelone. Et c'est quelque chose que Barcelone a pu connaître, parce que ça a été la ville qu'on appelait la Rose de Feu au début du siècle dernier, lorsque les ouvriers en 1909 se mobilisaient pour ne pas partir faire la guerre dans le Rif. C'est quelque chose qu'on a pu voir pendant la guerre civile aussi, c'est quelque chose qu'on a pu voir sporadiquement à la fin pour la deuxième partie du XXe siècle, mais c'est quelque chose d'absolument nouveau pour le mouvement indépendantiste. Le mouvement indépendantiste, traditionnellement, ce sont des gens qui ont l'habitude d'organiser des manifestations avec une affluence monstre, parfois pour les fêtes nationales catalanes, la Diada, qui chaque 11 septembre, on peut avoir plus d'1 million de personnes sur ces manifestations-là. Et il y a vraiment cette revendication du côté pacifique de la manifestation. Ce slogan notamment, « Som gent de pau », qui signifie « Nous sommes des gens de paix », c'est une façon de dire, nous, on poursuit notre but politique d'une manière totalement pacifique et on ne cherche jamais l'affrontement. Et on a pu voir notamment d'ailleurs lors du référendum d'autodétermination. C'est de manière très pacifique. C'est passé de manière pacifique, non, puisqu'il a été violemment réprimé, mais il n'y a pas eu d'attitude offensive des gens qui étaient réprimés vis-à-vis de la police. Et donc là, il y a quand même un changement radical, ouais. On a passé un cap là. Voilà, là, il y a un saut qualitatif. Là. On a des manifestants qui ont vraiment une attitude offensive envers la police. On a des jets de pierre, des jets de bouteilles, des containers cramés, des containers qui servent à pousser les barricades de la police. C'est de la vraie guérilla urbaine, quoi. Oui, ça ressemble à la guérilla urbaine. Et c'est quelle typologie de personnes? C'est plutôt des jeunes, d'après ce que j'ai compris? C'est des jeunes, c'est beaucoup de jeunes, en effet. C'est ça qui me paraît aussi particulièrement intéressant. J'ai vu là-bas beaucoup de jeunes gens, peut-être lycéens, début étudiants, des gens dont on a l'impression qu'ils ne sont peut-être pas habitués à participer à ce genre d'émeutes urbaines, puisque on en a beaucoup qui manifestent le visage découvert, qui se mettent directement sur la ligne de front, le visage découvert, donc qui s'exposent au risque d'interpellation plus tard, et qui portent souvent en cap l'Estelada, le drapeau de la Catalogne indépendante. Donc on a ces émeutes-là, mais on a aussi derrière un mouvement populaire de contestation du verdict, et donc on a aussi des manifestations avec des gens plus habitués des manifestations indépendantistes, des gens plus âgés qui ont l'habitude. Là, par exemple, il y avait des gens qui étaient réunis près de la délégation du gouvernement espagnol le mardi soir et qui allumaient des bougies en soutien aux 9 prisonniers politiques emprisonnés. Sur cet épisode des bougies, il y a quelque chose que moi j'ai trouvé intéressant, que j'ai noté dans mon reportage. C'est-à-dire que ces gens-là, ces gens un peu plus âgés, quand la manifestation est devenue un peu plus active, un peu plus offensive, la plupart sont partis, ils ont laissé leurs bougies par terre. Et donc on voyait sur toute l'asphalte la cire des bougies qui prenaient feu.
et qui a pu servir à allumer des containers, à allumer des barricades. Dans le cadre de cette protestation, il y a un mouvement qui a émergé, vous le disiez au début, le tsunami démocratique. Est-ce que dans votre article, vous le qualifiez de mystérieux? Il y a eu cet appel qu'ils ont fait justement en plus en faisant une sorte de parallèle avec les manifestations à Hong Kong, puisque c'était le hashtag #BeWater, donc cette idée que les manifestants doivent être comme l'eau, donc imprévisibles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur justement ce qu'est le tsunami démocratique? Alors, le tsunami démocratique, c'est donc un collectif, une plateforme d'appel à mobilisation qui donc reste encore mystérieux à ce jour. Et donc, ce sont eux qui ont organisé l'occupation de l'aéroport. Et depuis, au fil de la semaine, on a attendu. Donc, l'occupation de l'aéroport réussie, ils ont déconvoqué la manifestation, ce qui a pu étonner une partie des manifestants qui s'attendaient peut-être à l'occuper de manière indéterminée. Juste après ça, ils ont lancé une application sécurisée sur laquelle on rentre grâce à un QR code qu'une personne préalablement inscrite aura fourni, donc pour rendre encore plus sécurisé le processus. Et l'idée, ils ont communiqué là-dessus tout au long de la semaine, c'est de réunir de plus en plus de gens pour pouvoir après coordonner des actions massives de désobéissance civile. Et c'est un peu en ce moment l'expectative, on se demande que fera le tsunami démocratique, est-ce qu'il va y avoir une autre action surprise comme celle de l'occupation de l'aéroport qui était un vrai succès qui va s'organiser. Après ils ont appelé à soutenir les manifestations organisées par d'autres plateformes. Mais pas d'action précise en tout cas. Pas d'action précise pour l'instant. Grossir les rangs de l'application pour pouvoir organiser la riposte. Et moi je voudrais qu'on revienne sur les causes parce que tu disais tout à l'heure que c'était parti de la condamnation des 9 leader indépendantiste, mais ce n'est pas la seule cause. En réalité, on sait que justement, il y a 2 ans, il y a eu ce référendum, en tout cas cette tentative de sécession qui n'a pas abouti. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ou est-ce que c'est vraiment juste cette condamnation qui a provoqué une telle déferlante de colère et de mobilisation? Alors ce qui est sûr, c'est que c'est cette condamnation tombée le lundi qui a mis le feu aux poudres et qui a conditionné les émeutes de la semaine passée. Après, le fait qu'elles prennent ces formes-là, ça vient aussi du pourrissement de la question catalane. C'est-à-dire qu'on a ce référendum déclaré illégal par Madrid, organisé par les indépendantistes le 1er octobre 2017, avec les indépendantistes qui se mobilisent au nord et au sud, aussi en Catalogne Nord, du côté sous administration française, pour permettre le vote. C'est un succès militant dans la mesure où ils réussissent à faire voter quasiment la moitié de la population catalane. Ce n'est pas vraiment un succès politique puisque Madrid l'interdit et la répression de Madrid est assez féroce. Donc les leaders sont emprisonnés, les gens qui gardent les bureaux de vote sont assez violemment matraqués. Et donc 2017, 2019, 2 ans ont passé, les leaders indépendantistes sont emprisonnés. Pour la Catalogne, rien ne s'est vraiment passé. On n'a pas l'amorce d'une solution politique pour le problème catalan. Parce que du coup, est-ce qu'on a des revendications précises? Est-ce qu'ils ont des revendications précises depuis la condamnation? Ils demandent la libération, ils demandent l'indépendance. Est-ce qu'il y en a quel est l'état des revendications des gens du coup? Alors les revendications des manifestants, il y a effectivement cette question de la libération des 9 prisonniers. Mais moi, de ce que j'en comprends, de ce que j'en ai vu, c'est peut-être subjectif. J'ai l'impression que ce qu'on a vu à Barcelone, là, c'est cette rage qui a explosé, qui était contenue depuis 2 ans, qui fait qu'à un moment, les manifestants ont dit stop, ça fait 2 ans qu'une partie de nos leaders sont emprisonnés, il n'y a pas de solution politique à ce conflit qu'on a depuis de bien plus nombreuses années avec le gouvernement de Madrid. Ça ressemble d'un côté, je pense, c'est ce que j'en ai compris, à la mobilisation des Gilets jaunes, dans la mesure où il y a certes des revendications formulées peut-être au début, mais ce qui fait le nombre, ce qui fait la force de l'émeute, c'est aussi qu'il y a une colère sourde qui n'est pas forcément formulée, qui éclate à un moment. Est-ce que c'est lié aussi à un manque de dialogue avec le gouvernement? Parce que le mot d'ordre des Catalans, c'est « sit down and talk ». Dans votre article, vous mentionnez aussi le fait que la vidéo récente des ministres espagnols qui disent « nous sommes dans une des formes les plus abouties de démocratie au monde ». Mais pourtant, il n'y a pas réellement de dialogue aujourd'hui, si on comprend bien. Donc il y a aussi une question démocratique qui se pose. Oui, il y a une question démocratique. Et non, pour le coup, il n'y a pas de dialogue. C'est ce qu'essaie de faire croire le gouvernement espagnol en allumant des contre-feux, en faisant cette vidéo donc, où les ministres du gouvernement espagnol se targuent de vivre dans l'une des démocraties les plus consolidées au monde. Et pourtant, on voit que ça fait un moment que la situation pourrit et qu'on a un point d'achoppement qui est la question de l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Madrid ne veut pas en entendre parler et c'est l'une des revendications premières des indépendantistes catalans. La question, c'est est-ce que Madrid pourra continuer longtemps à faire l'autruche, à ne pas accepter qu'il n'y a peut-être pas une majorité d'indépendantistes en Catalogne, mais il y a une majorité claire, au moins 80% de gens qui veulent décider, qui veulent la tenue d'un référendum, même s'ils ne sont pas indépendantistes, pour décider de si la Catalogne sera oui ou non indépendante.
Et en même temps, c'est un sujet bouillant, c'est éminemment politique, parce que le socialiste Pedro Sanchez, qui est aux responsabilités aujourd'hui à Madrid, il sait que quoi qu'il fasse sur la question catalane, il se mettra à dos... Il n'a rien à gagner à faire un choix précis sur la question catalane. C'est soit se mettre à dos toute une partie de la gauche et des indépendantistes, qu'ils soient catalans ou basques d'ailleurs, soit se mettre à dos une immense majorité de l'Espagne qui ne veut pas entendre parler d'une quelconque autodétermination ou d'élargissement de l'autonomie. Mais du coup, parce que ça me permet de rebondir, l'Espagne, entre guillemets, alors autant la société civile dans son intégralité que les partis politiques, comment ils réagissent en ce moment à ce déferlement de violence, autant du côté policier et en tout cas à ces émeutes et à ces réactions violentes du côté des manifestants? Comment Podemos se positionne là-dedans? Podemos a toujours eu du mal à se positionner sur la question catalane, c'est-à-dire que quand ils sont créés comme mouvement, donc il ne faut pas oublier que Podemos, même si ce n'est pas la traduction politique directe, c'est un parti héritier du mouvement des indignés en Espagne, du début des années 2010, où on avait ces gens qui occupaient les places pour la justice sociale, tous ces jeunes déclassés qui aspiraient au changement. Et donc Podemos avait dans son programme, au début, le droit à l'autodétermination, donc c'est une question qui se pose à plusieurs reprises en Espagne, en Catalogne, mais aussi au Pays Basque. Et les responsabilités augmentant, le parti s'est institutionnalisé et c'est devenu plus difficile d'assumer cette position-là dans un contexte aussi de tensions extrêmes autour de la question catalane en Espagne. Donc aujourd'hui, Podemos ne sait pas trop où se mettre vis-à-vis de cette question-là, tout en condamnant en partie les violences policières qu'on a pu voir en Catalogne. Donc il est un peu sur la même position que le gouvernement d'une certaine manière, mais sans assumer la violence policière. Mais en gros, ils n'ont pas grand intérêt à prendre position sur le sujet. Comme la majorité des forces politiques en Espagne, à part peut-être la droite, ils n'ont pas d'intérêt à avoir une position claire sur le sujet. Donc à votre avis, qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui des prochains événements? On sait qu'il y a des élections le 11 novembre. Quels sont les possibles scénarios là, de sortie de crise aujourd'hui? C'est une question complexe, on ne sait pas vraiment. Sur la mobilisation en Catalogne, je pense qu'il va falloir être attentif à ce que fera le tsunami démocratique. On a eu cette semaine assez chaude qui a étonné un peu tout le monde à Barcelone. Depuis quelques jours, ça s'est calmé. La mobilisation continue, on a régulièrement des routes barrées, des manifestations à Barcelone et dans les autres villes de Catalogne d'ailleurs aussi notamment. On a eu, il faut le rappeler, une manifestation de 500 000 personnes dans les rues de Barcelone le vendredi. Le mouvement catalan continue avec cette habitude des mobilisations massives où on peut avoir beaucoup de gens dans les manifestations. Mais la nouveauté peut-être du tsunami démocratique, c'est que ça rompt un peu avec ces formes traditionnelles de mobilisation. On était vraiment dans la revendication du pacifisme. Et peut-être ça justement, ce tsunami et aussi ce que peuvent faire les comités de défense de la République, donc qui sont des comités de réponse populaire assez récents, c'est répondre à cette rage que partage une partie de la jeunesse catalane et lui donner des débouchés qui sortent de la manifestation traditionnelle. Et donc, vous parliez des prochaines élections le 11 novembre, donc les 4e élections générales, les législatives espagnoles en 4 ans. La démocratie la plus solide du monde. La démocratie, voilà, la plus consolidée du monde. Et là, pareil, on est dans l'expectative permanente, puisque selon les derniers sondages, donc, les socialistes qui gouvernent actuellement baisseraient un peu, Podemos baisserait un peu, la droite monterait un petit peu, ce qui aboutirait à un résultat où aucun gouvernement solide de coalition ne pourrait être formé. Une des seules solutions possibles, ce serait une alliance entre les socialistes, Podemos, alors qu'on a vu que les socialistes ont refusé toute solution possible avec Podemos, alors que Podemos a fait des pas vers eux en disant qu'il lâchait les ministères qu'ils demandaient. Non, les socialistes ont dit niet. Et donc il faudrait une alliance entre les socialistes, Podemos et les partis indépendantistes. Ce qui, au vu de la tension actuelle entre les indépendantistes et Madrid, tenue par Sanchez, apparaît comme absolument improbable. Donc qu'est-ce qui va se passer en Espagne? On n'en sait absolument rien. L'extrême droite risque de triompher. C'est ça le problème, c'est que quand il y a une radicalisation, le camp d'en face aussi se radicalise. Il y a toujours une symétrie des radicalisations. Donc là, je pense que l'extrême droite va rafler une belle mise. Va faire une percée, c'est ça que vous pensez? Oui, on a eu une augmentation très rapide des votes accordés à Vox et qui joue justement exactement sur ce caractère. Nous, on est la droite radicale et on s'assume comme tel. On n'a pas peur de revendiquer des choses qu'on n'avait pas entendues depuis le franquisme en Espagne, puis d'attiser les haines. C'est un discours qui marche parce qu'on est dans une situation d'exception où les positions se sont polarisées de toutes parts, en effet. Alors on a l'habitude dans cette émission de faire un petit peu le point à chaque fois sur la situation des journalistes et des médias qu'on invite. Alors bon là il se trouve que vous êtes un journaliste du média, mais ça ne nous empêche pas de quand même faire un point puisque voilà, le média est un média indépendant. Donc Théo, est-ce que vous pouvez nous dire un peu rapidement où en est le média financièrement, éditorialement, et quels sont vos nouveaux projets?
Alors le média, c'est une formidable aventure qui est financée par 18 000 sociaux qui cotisent chaque mois et financée aussi par des milliers de dons réguliers de donateurs. Ce qu'on met en place en ce moment, c'est la transformation, la tenue de la promesse initiale du média, la transformation en coopérative pour impliquer au maximum les sociaux et les gens qui nous financent dans la vie quotidienne de ce qui est un peu en ovni dans la presse française, donc un média audiovisuel indépendant, détaché de l'emprise d'un pouvoir politique, d'un pouvoir économique, et en accès libre. C'est ça aussi qui nous différencie peut-être de certains autres médias indépendants. Notre audience, en gros, elle finance pour que le reste du public puisse le regarder gratuitement, avoir accès, pas gratuitement, mais en accès libre, donc parce que rien n'est gratuit, effectivement. Puis sinon, c'est quoi notre dernière actu? On lance un nouveau site dans une quinzaine de jours, on va enfin avoir un site dit de ce nom et plus dépendre uniquement des GAFAM, YouTube et Facebook pour diffuser notre contenu. Donc ça aussi, on considère que c'est une très bonne nouvelle. Un super site où vous pourrez consulter à la fois nos contenus vidéo, nos contenus écrits. On va avoir un site multimédia, enfin. Voilà. Mathias sort de son rôle totalement d'animateur pour parler du média. Allez, on va passer on passe à la deuxième partie. Magnéto, s'il te plaît, Jordan. Hong Kong est une colonie anglaise. Elle est rétrocédée à la Chine avec une promesse, le maintien de la liberté d'expression et d'un système judiciaire indépendant. En juin, ces acquis démocratiques sont remis en cause. Des millions d'Hongkongais descendent dans les rues. Ils s'opposent à un projet de loi d'extradition. Cette loi permettrait d'arrêter et de livrer des dissidents à Pékin, la fin d'une certaine liberté à Hong Kong. Today we are out here walking in the streets of Hong Kong, standing up for ourselves and our future, and just to uphold our basic human rights of free speech. Toute la journée, manifestants et forces de l'ordre se sont affrontés dans les rues. Pour la première fois, la police a même admis avoir tiré à balles réelles. Sur cette vidéo, on distingue un policier tiré à bout portant au pistolet sur un manifestant. À Hong Kong, porter un masque sur le visage lors d'une manifestation est désormais interdit. Une mesure qui vise les milliers de protestataires mobilisés depuis 4 mois. Généralement, ils portent un masque pour ne pas être identifiés et éviter les poursuites judiciaires. Alors, pour contourner la loi anti-masque, les manifestants ont redoublé d'imagination. C'est un face-à-face qui dure depuis des mois. Des policiers anti-émeutes suréquipés. Face à eux, des manifestants toujours plus déterminés. And they have suppressed our freedom and our freedom of speech, our freedom to demonstrate. Depuis le début de la contestation, les manifestants reprochent à Carrie Lam de n'avoir jamais ouvert le dialogue avec eux. Nous avons toutes et tous vu depuis juin ces images impressionnantes de foules de manifestants hongkongais. Suivi aussi le retrait du projet de loi d'extradition le 4 septembre. Mais aujourd'hui, la spirale de violence qui semble s'être mise en place depuis le début du mois d'octobre inquiète et les perspectives de sortie de crise sont de moins en moins claires. Pourtant, c'est une bataille pour les droits humains qui se joue là-bas et certains manifestants sont désormais prêts à donner leur vie pour une certaine idée de la démocratie et de l'autonomie. Mais qui a vraiment compris ce qu'il se passait ? Ce qu'il se jouait réellement à Hong Kong depuis le mois de juin. Pour décrypter les ressorts de cette révolte démocratique, nous sommes donc avec vous, Martine Bullard. Vous avez écrit en septembre un article d'analyse dans Le Monde diplomatique, « Colère à Hong Kong, poudrière géopolitique ». Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement en quoi est-ce que le contexte hongkongais du mois de juin a favorisé en fait ce mouvement de révolte démocratique qui a été massif au début puisqu'on dit qu'il y a au moins 25% de la population hongkongaise qui allait manifester au moins une seule fois. Juste avant peut-être de voir les raisons, il faut se rappeler que Hong Kong
Kong, contrairement à ce qu'on entend quelquefois, n'est pas une colonie chinoise. Hong Kong, c'est un territoire chinois qui a été colonisé par les Anglais au moment de la guerre de l'opium, fin du 19e siècle, et qui est revenu dans le giron chinois, sur son territoire propre, en 1997, au terme d'un accord entre Mme Thatcher et Deng Xiaoping à l'origine. Mme Thatcher, qui était Premier ministre britannique, et Deng Xiaoping, qui était le père de la réforme en Chine, et qui a abouti donc à cette fameuse formule, j'y reviendrai tout à l'heure, un pays de deux systèmes. Juste ça, parce qu'autrement, on ne comprend pas très bien, ce qu'on a l'impression, à écouter les commentateurs, que c'est colonisé par la Chine. C'est pas ça, hein, c'est bien un retour. Je suis frappé dans le commentaire des images sur le magnéto, après les commentaires sur les images sur la Catalogne, c'est des manifestants violents qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui sont quand même très gentilles. Et là, on a l'histoire complètement inverse. C'est des gentils manifestants avec des forces de l'ordre très méchantes. Dieu sait s'il y a une violence à Hong Kong, hein, c'est pas pour sous-estimer ça, mais c'est pour essayer de montrer que dans les deux cas, c'est pas juste. Il y a une partie du mouvement qui est très violent à Hong Kong, dès le début d'ailleurs, hein, et la grande masse du mouvement qui était totalement pacifique. Et d'ailleurs, quand il y a 1 million ou 2 millions, on ne va pas revenir sur les chiffres, de gens dans la rue, c'est forcément pacifique au démarrage en tout cas. Et ce qui est sûr, c'est que face à ces mouvements de protestation, ils réclamaient donc la suppression du projet de loi sur l'extradition, qui était à l'origine un projet de loi pour faire face à un fait divers, c'est-à-dire il y a un jeune Hongkongais qui a tué sa jeune femme ou sa fiancée à Taïwan, une fiancée qui était enceinte, donc ça a fait, qui est rentrée après à Taïwan, ça a fait énormément de presse dans les journaux hongkongais à l'époque, hein, et ils ne peuvent pas le juger à Taïwan puisqu'il n'y a pas de loi d'extradition entre Taïwan et Hong Kong. Voilà, ça c'est le prétexte en tout cas qu'a pris la chef de l'exécutif pour mettre en place ce projet de loi. Et tout le monde y a vu évidemment la main de Pékin en se disant si on fait ça, n'importe qui pourra être extradé sur le continent chinois. Il faut savoir que Hong Kong a un système judiciaire qui est autonome, qui est hérité justement de la colonie britannique, c'est un des côtés positifs de l'héritage britannique, et qui est spécifique et qui n'a rien à voir avec le système du côté continental. Donc les gens y ont vu, la plupart... Une mise en question de l'état de droit exactement, hongkongais et la spécificité hongkongaise. Parce qu'en vérité, je pense qu'il y a 3 crises dans cette grande manifestation. C'est une crise démocratique, c'est ce que vous avez dit. Les gens veulent élire leurs dirigeants au suffrage universel, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est un système, comment dire, par... un comité électoral. Voilà, il y a un comité électoral de 1200 personnes qui sont donc choisis par des corporations, je ne rentre pas dans le détail, et qui nomment la chef ou le chef de l'exécutif. En grande majorité influencés par Pékin. Bien sûr, parce que ce sont beaucoup des gens qui font des affaires avec Pékin et qui donc sont majoritairement influencés par Pékin. Il y a quand même un conseil législatif, ce fameux conseil législatif qui a été quand même envahi par les jeunes manifestants. Ce conseil. Un gilet jaune au sein du Exactement, pas que ça d'ailleurs, mais aussi un gilet jaune. Et donc ce conseil législatif, par contre, il y a la moitié des députés qui sont élus au suffrage universel. L'autre moitié est nommée par des corporations qui sont, elles, effectivement, très pro-Pékin. Donc il y a cette volonté d'élire son chef de l'exécutif, ce qui paraît assez logique. C'était déjà la cause du mouvement de 2014, qui était un mouvement essentiellement jeune, là, rassemblant beaucoup moins la population qu'aujourd'hui, mais qui était extrêmement présent, et ça a été un échec. Hein. Ils ont manifesté, c'est le fameux mouvement des parapluies, ils ont manifesté assez longtemps pour aboutir à un échec, c'est-à-dire Pékin a dit « vous avez le droit d'élire au suffrage universel,
officielle, mais à condition qu'on choisisse les candidats. C'est la peur par Pékin de l'indépendance, hein, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc un problème démocratique. Un problème identitaire, donc c'est la volonté de maintenir la spécificité de Hong Kong. Il y a naturellement le système judiciaire dont je parlais tout à l'heure, mais il y a aussi la liberté de la presse, il y a aussi, même si aujourd'hui, comme pas seulement qu'à Hong Kong, il y a une concentration de la presse, des hommes d'affaires, etc., qui font que quand même la liberté a tendance à se restreindre un peu. Hein. Mais ils ont quand même la liberté de la presse, la liberté de se déplacer. Bref, ils veulent garder leur régime spécifique. Hein. Et Pékin est de plus en plus prégnant. Et enfin, troisième élément, c'est la crise sociale. Hong Kong a cette particularité d'avoir le plus de milliardaires au mètre carré. Et puis aussi une grande partie de la pauvreté. 20% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté, avec une crise de logement considérable. La crise de logement qu'une partie des Hongkongais attribue aux Chinois. Aux Chinois du continent, pardon. Parce que ces Chinois du continent, quand il y a eu la rétrocession, ça avait commencé un peu avant, mais surtout après la rétrocession de 1997, les riches Chinois qui avaient du mal à investir en Chine ou qui avaient peur de voir leur fortune passer au crible du gouvernement qui est en train de lutter contre la corruption, ont massivement investi à Hong Kong et notamment massivement investi dans l'immobilier. Et donc, se loger aujourd'hui à Hong Kong devient extrêmement difficile pour les personnes qui sont du bas de l'échelle, mais aussi maintenant pour les couches moyennes. C'est-à-dire que les enfants des couches moyennes qui font des études, qui ne peuvent plus prendre un logement, prennent un logement de plus en plus tardivement, sont obligés de vivre avec leurs parents, quelquefois même mariés, sont obligés de vivre avec leurs parents parce qu'avoir un logement, tant qu'ils n'ont pas de travail, devient extrêmement difficile. Et s'ajoute à ça la concurrence des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, venant du continent. C'est-à-dire ces jeunes Chinois du continent qui sont, comme on le sait, pour une partie d'entre eux, formés aux États-Unis, ils font les grandes écoles américaines, leurs parents leur paient tout ce qu'il faut pour faire les grandes écoles américaines, ils rentrent au pays, ou ils rentrent à Hong Kong et ils prennent les places de cadre parce qu'ils parlent ils ont des liens avec les Américains, ils parlent très bien anglais. Donc les jeunes hongkongais se sentent menacés. Parce que c'est vrai que c'est une des choses qui frappe quand on voit les images des manifestations, c'est que c'est très très jeune. Et notamment, en fait, dans les arrestations, il y a plus de 750 mineurs qui ont été arrêtés. Et ce qu'on appelle les frontliners, donc ceux qui sont un peu les black blocs, sont pour beaucoup des lycéens, en fait. Oui, absolument. Absolument. Ça, c'est une partie non négligeable de l'affaire. Ces jeunes se sont formés, si je puis dire, ils étaient très jeunes en 2014, au moment du mouvement des parapluies, mais en même temps, ils étaient impliqués, parce que c'était leurs frères, etc., qui étaient dans l'université, mais c'était aussi eux, les tout jeunes qui commençaient leurs études. Et il y a toute une partie de la population qui n'était pas politisée avant et qui devient politisée aujourd'hui, et qui donc sont aux avant-postes de cette chose. Il faut quand même aussi dire qu'une partie du patronat qui vit à Hong Kong ou qui fait des affaires à Hong Kong a, au moins au démarrage, poussé aussi aux manifestants. Eux ne veulent pas voir les dirigeants chinois venir mettre leur grand nez dans leurs affaires plus ou moins propres. Et donc, eux, dès le début, ont poussé en se disant, mais si y a effectivement une loi d'extradition, on risque d'avoir des comptes à rendre à Pékin, au moment où il y a quand même une vraie lutte en Chine, sur le continent, contre la corruption. Et donc, il y a eu cette crainte-là. Ils se sont retirés, hein, bien entendu, après, dans le mouvement, quand il a commencé à être plus violent. Mais c'est certain qu'ils ont participé, aidé et financé. Et puis, il y a un quatrième facteur, quand même, qu'on ne peut pas complètement évacuer, ce sont les États-Unis, qui financent incontestablement, officiellement d'ailleurs, ils financent les partis pro-démocratie, hein, très très officiellement. Il suffit d'aller sur le site National Endowment for Democracy, qui est la filiale propre de la CIA, et qui dit qu'il finance, sans aucun finance la démocratie. Ça fait d'ailleurs très
comment dire, très curieux de voir des jeunes brandir le drapeau américain devant l'ambassade américaine en disant « aidez-nous, aidez-nous », au moment où Trump laisse les Turcs massacrer les Kurdes et virer les Kurdes de Syrie. Donc c'est aussi de cette comment dire, c'est aussi à la fois une méconnaissance sans doute de l'histoire par une partie de ces jeunes, incontestablement, mais c'est aussi un financement réel des États-Unis. Pour autant, la propagande chinoise du continent, de Xi Jinping et du Parti communiste chinois, disant ce sont uniquement des manipulés des Américains, ne tient pas 3 minutes la route. Ce n'est pas vrai qu'on peut avoir autant de gens dans la rue avec simplement une manipulation en appuyant sur un bouton. Il y a une forme d'opportunisme, de réaction, en se disant on va pousser un mouvement qui semble aller dans notre sens. Oui, franchement, je pense que depuis le début, les Américains, notamment, enfin, ça s'est accentué avec Trump dans la guerre économique avec la Chine. Il y a une volonté de maintenir, de contenir la Chine. Et depuis le début, ils financent les partis pro-démocratie. L'un des dirigeants de pro-démocratie, qui est maintenant âgé, mais qui est, je suis en train de chercher son nom, Martin Lee, qui était un père de la nouvelle constitution de Hong Kong, a été honoré par le National Endowment for Democracy. Donc oui, ils sont incontestablement présents depuis le début, mais c'est pas ça qui met le feu aux poudres. Je voudrais aussi préciser que, à mon sens, de ce que je peux voir, la partie indépendantiste des manifestants est très très faible. Est vraiment très faible. Ils veulent garder leur système, mais ils ne veulent pas forcément être indépendants. Du reste, une partie même si c'est en retrait, une partie des Hongkongais se sentent à la fois Hongkongais et Chinois. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est vivre le même régime que les gens du continent. Mais je ne crois pas qu'ils veuillent l'indépendance. C'est là où le gouvernement chinois, Xi Jinping et le gouvernement chinois mettent de l'huile sur le feu, alors qu'ils pourraient s'en servir habilement pour justement maintenir un pays de système, au lieu de se raidir en pensant que le pays va, si on vote, il va voter pour les indépendantistes. Peut-être aujourd'hui, hein, je ne sais plus, mais en tout cas, mais à l'origine, pas du tout. Et très honnêtement, même aujourd'hui, parce que chacun sait que l'interaction économique entre la Chine du continent et Hong Kong est considérable. Si la Chine bloque tout, Hong Kong est quand même en grosse difficulté. Ce n'est pas les Américains de Trump qui lui porteront secours. Donc je ne crois pas qu'il y ait une grande majorité, une majorité pour la... Pour revenir rapidement justement sur les revendications, le projet de loi sur l'extradition a été retiré début septembre, mais il reste des revendications. Les mouvements continuent à porter des revendications, notamment la démission de la chef de l'exécutif Carrie Lam, le fait d'ouvrir des enquêtes sur les violences policières qu'il y a eu envers les manifestants, de libérer les manifestants qui sont aujourd'hui emprisonnés ou en attente d'un jugement, notamment ceux qui ont été emprisonnés récemment pour port de masque. Il me semble que je n'oublie rien. Est-ce qu'il y avait une autre revendication ? Ne pas être considéré comme et donc un véritable suffrage universel aussi, évidemment. Et on en discutait au téléphone. Vous me disiez que pour vous, le mouvement avait été ravivé par cette interdiction qu'a mis en place Carrie Lam du port du masque, qui finalement pourrait un peu ouvrir la voie à une forme de dérive autoritaire et à d'autres mesures exceptionnelles. Certains parlent d'un couvre-feu bientôt. Comment est-ce que vous interprétez, vous, cette espèce de spirale de violence qui semble un peu interminable là depuis le début du mois d'octobre? C'est une spirale qu'on connaît bien ailleurs. Hein. C'est-à-dire que Carrie Lam, ça fait la violence policière. En même temps, il n'y a que, au moins pour l'instant, un seul éborgné et un seul blessé grave. Voilà. Quand même. Donc, mais ce qui frappe, c'est la détermination des manifestants. C'est-à-dire que, par exemple, il y a certains jeunes qui ont de leur testament sur leur sac à dos. Il y a une vidéo qui est sortie sur le New York Times il n'y a pas longtemps de jeunes manifestants, donc les frontliners, qui lisaient leur testament ou leur lettre d'adieu à leur famille. Et ils disent qu'ils sont prêts à mourir, en fait. Oui, mais et ils ont peur de mourir. Ouais. Mais ça fait partie, je pense, de la propagande. Hein. C'est-à-dire, ça fait partie de l'idée que Pékin allait intervenir style Tiananmen.
Moi, depuis le début, je ne crois pas qu'il y ait une intervention style Tiananmen. En même temps, je dis toujours que 2 mois avant la chute du mur de Berlin, personne ne pensait que le mur de Berlin est passé. Donc a priori, je ne crois pas, même si le Parti communiste chinois est très divisé. Oui, il y a eu cet été quelques images un peu d'intimidation. Il y a eu Shenzhen, donc, qui est la ville frontière, où il y a eu cette démonstration de force des chars chinois. Certains disent à Pékin que Xi Jinping n'avait pas complètement donné son autorisation. Sincèrement, je ne sais pas. On a vu les déclarations d'un des membres de l'état-major il y a 2 jours pour expliquer que Taïwan, ça suffisait, qu'il fallait qu'elle rentre dans le giron et que peut-être Hong Kong là aussi. Donc il y a une division au sein, je crois qu'il y a une division au sein du Parti communiste chinois et plus haut niveau de l'État. Mais en même temps, a priori, je reviendrai si les chars interviennent, mais il est probable que les chars n'interviennent pas. D'abord, on n'est pas en 1989. On n'est pas comme à la place Tiananmen. Comme me disent les dirigeants chinois, on a appris de l'Occident pour diriger les mouvements sociaux. Donc il y a la répression, parce que c'est ça, il y a la répression, il y a la violence, la répression policière, la violence policière, pardon, la répression, il y a un peu d'argent qui est en train d'être mis, notamment sur le logement et l'aide aux pauvres, et puis il y a le grand débat. Ça s'appelle Conversation communautaire, je crois, qui est le grand débat qui vous rappellera sans doute des grands débats ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a 150 personnes qui sont allées, qui ont été choisies, qui ont été triées, tirées au sort, pardon, qui ont été tirées au sort, qui ont eu le droit de poser à Carrie Lam une question, et Carrie Lam leur a répondu, en pensant que ça suffirait. Violence, répression, pas trop de blessés, mais quand même. Et grand débat, ça nous fait penser quand même à un système qu'on connaît par ailleurs. Je ne crois pas que ça va désamorcer, évidemment, que ça suffira à désamorcer la colère et ces jeunes qui sont, comme vous dites, prêts à mourir. Mais prêts à mourir en même temps, pour l'instant, il n'y a pas de raison qu'ils meurent. Ce qui remonte quand même, c'est qu'ils sont désespérés. Ce n'est pas du tout des manifestants portés par un espoir révolutionnaire. Ils ont peur d'être arrêtés. Ils disent tous on est au bout du rouleau, on est désespérés, et c'est donc dans un climat psychologique sombre qu'ils s'inscrivent. Moi, je suis beaucoup moins optimiste que vous, même si je connais sûrement moins le dossier. Moi, je connais Shanghai et Hong Kong, j'y ai été, j'ai fréquenté des jeunes. J'ai l'impression que surtout l'obsession de la Chine, c'est de ne pas faire un exemple. C'est un peu l'obsession qu'on avait dans la colonisation de l'Afrique. Quand vous parlez à des Shanghaïens, ils vous parlent d'Hong Kong. Pourquoi pas nous ? Dans l'exception, justement. Et à mon avis, ce que veut Pékin, c'est aussi, en plus de ce que vous dites, l'idée de calmer l'idée d'une contagion. Je vous rappelle qu'à Hong Kong, il y avait des veillées de la mémoire sur Tiananmen. À Hong Kong, on pouvait s'exprimer bruyamment dans la rue et gueuler contre le gouvernement de Pékin. Et tout ça peut aujourd'hui faire écho. Et je pense que Pékin pourrait le faire presque en toute légitimité, c'est ça qui me fait très peur, une répression beaucoup plus brutale, parce que ce que disent les manifestants, pourquoi ils sont désespérés? Ils sont désespérés parce qu'il n'y a pas d'écho international. Parce que bien sûr, on les aime bien, on like 2-3 tweets, on dit « ah, ils font du bon boulot », mais il n'y a pas vraiment un soutien international. Parce qu'aucune puissance, notamment européenne, ne veut se mettre la Chine à dos. Et donc, une répression violente de Pékin, finalement, on s'écraserait. Hélas, on ferait beaucoup de verbes en disant on les soutient, mais au bout du compte, on s'alignerait sur Pékin. Je ne crois pas. Excusez-moi. Éclairez ma lanterne. Non, pas du tout. D'abord, ils n'interviennent pas. C'est effectivement une affaire intérieure. Je dis ça tranquillement, mais je veux dire, on peut pas, je sais pas, Trump ne va pas intervenir sur les gilets jaunes en France. Donc ils n'interviennent pas. On peut faire. Soutenir, ils ont soutenu. Trump a soutenu. Non, mais attendez. Et puis Trump a soutenu. Quand même, le Congrès américain a pris une loi en disant si ça continue comme ça, enfin même maintenant, s'il n'y a pas de solution et si ça reste aussi répressif, on enlève à Hong Kong le statut de nation favorisée. C'est pas nation, puisque c'est pas une nation, mais de région favorisée, je crois que c'est comme ça, que ça s'appelle. Donc il y a vraiment pris une loi pour les soutenir, ça au sens vrai du terme, et en
touchant au portefeuille, ce qui est quand même pour les hommes d'affaires hongkongais et pour les hommes d'affaires chinois quelque chose de très important. Donc on ne peut pas dire qu'ils ne soient pas intervenus, qu'ils ne soutiennent pas. Ça, je ne crois pas. En revanche, je pense quand même que s'il y avait répression au sens Tiananmen, c'est-à-dire l'arrivée des chars, parce que là, il y a répression, et on peut penser que quand même, il y a quelques conseillers, entre guillemets, et quelques aussi, entre guillemets, chinois, qui sont parmi les policiers de Hong Kong. D'autant que s'ils viennent de Canton, pour franchement, physiquement, distinguer un Cantonais d'un Hongkongais, c'est impossible. Ils parlent la même langue, c'est impossible de... Donc, je pense que faire venir les chars, je parle bien des chars, hein, l'autre, ils sont dedans. Moi, je reste persuadé que les dirigeants chinois ont mis des policiers chinois avec les policiers de Hong Kong. Mais les chars, avec la vision des chars, c'est-à-dire comme on a vu près de Shenzhen, entrant dans Hong Kong pour tuer, hein, comme ils ont fait, et massacrer comme ils ont fait à Tiananmen, c'est pour les Chinois, à mon avis, deux problèmes. Un problème politique, c'est-à-dire la valeur d'exemple. C'est-à-dire que pour Taïwan, qui va voter au mois de janvier, c'est un vrai problème. Or, ils ne veulent pas trop que Taïwan s'éloigne quand même. C'est un vrai problème, et c'est un problème stratégique beaucoup plus important d'une certaine manière que Hong Kong, hein, parce que c'est le contrôle des mers, etc. Et puis deux, quel échec politique. Et enfin trois, là pour le coup, il y a embargo. Là, pour le coup, on n'est plus dans Tiananmen, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'époque où les grandes puissances regardent la Chine en disant « c'est formidable ». On est dans la guerre économique, guerre politique entre l'Occident, en tout cas les États-Unis, une partie de l'Europe, et très rapidement, pour conclure cette partie, comment est-ce que vous verriez les choses évoluer, vous, aujourd'hui? Est-ce que c'est la possibilité d'avoir une autonomie qui s'étendrait au-delà de 2047, par exemple, pour Hong Kong, des concessions du gouvernement hongkongais aujourd'hui? Déjà, ce serait quand même bien s'il y avait ce que demandent les manifestants, c'est-à-dire une vraie enquête policière. Oui, j'ai oublié, sur les similitudes, il y a l'équivalent du GIPN. Ouais. Oui, il y a l'équivalent, mais évidemment, une enquête sur les violences policières menée par des personnalités nommées par le pouvoir et avec les policiers, on sait ce que ça donne. Donc, il faudrait une vraie enquête indépendante. On dit que Pékin est en train d'abandonner Carrie Lam et qu'il proposerait un autre, quelqu'un d'autre, c'est tout à fait possible. Et puis, il faut avancer. Comme Pékin a utilisé Hong Kong en 97 et après comme terrain expérimental pour les questions économiques et financières. Il devrait les utiliser comme terrain expérimental pour la démocratie. C'est-à-dire laisser le chef de l'exécutif élu au suffrage universel. Mais en plus, il ne risque pas grand-chose. Franchement, malheureusement. Est-ce que ce n'est pas complètement contradictoire avec le tournant que semble être en train de prendre la Chine, qui est un tournant où il y a des caméras de sécurité partout, des algorithmes, etc., qui vont noter les gens. Donc on a l'impression qu'ils sont en train d'entrer dans quelque chose d'encore plus totalitaire et de contrôle, etc. Et donc leur état d'esprit à eux, ça semble être d'organiser le contrôle, etc., plutôt que de donner de la liberté. Et moi, je trouve que c'est ça qui est contradictoire avec le fait de potentiellement laisser du lest à Hong Kong, parce que ça ne semble pas être leur état d'esprit global. Non, je crains qu'effectivement, je dis que ce serait la bonne solution. Je crains que ce ne soit pas la solution qu'ils adoptent. Hein. Je pense qu'ils vont laisser tomber Carrie Lam. Enfin, de toute façon, ça va être un personne. Alors, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à des enquêtes policières, de vraies enquêtes? Je doute, parce qu'effectivement, ça voudrait dire qu'on voit qu'il y a des policiers, des policiers chinois. Voilà, je ne sais pas. Ce dont je suis sûr, c'est que la Chine et donc Xi Jinping paieraient le prix fort une intervention de type Tiananmen. N'oublions pas qu'ils sont sur la route de la soie, qu'ils sont sur l'envie de... C'est à la fois à l'intérieur quelque chose de plus... les restrictions de plus en plus fortes, et à la fois une volonté de... Ce que l'on connaît un peu avec l'histoire de la Chine, c'est que Tiananmen, bien sûr, ce serait idiot de le faire, mais il y a 1000 façons de faire des Tiananmen invisibles, 1000 façons d'accuser du terrorisme. Enfin,
tous les scénarios sont possibles pour être dans le camp du bien et de faire une répression tout en étant dans le camp du bien. Citer Trump comme un grand partisan de la paix me semble douteux. Quand on voit l'expansionnisme chinois, la volonté, comment la Chine lorgne sur le Vietnam, ils ne sont pas du tout dans une logique de paix et de belles vitrines. Et c'est ça qui fait peur chez les Chinois. Je rejoins ce que disait Mathias. Je pense qu'au demeurant, jusqu'à présent, les Chinois ont plutôt, et après on va devoir conclure, je suis désolé sur la partie, mais que les Chinois ont plutôt eu tendance à essayer de pas trop choquer, parce que leur but c'est de faire du business, c'est de grimper, c'est de continuer à s'affirmer. Oui. Et donc jusqu'à présent, ils ont plutôt eu tendance à ménager la chèvre et le chou, essayer de faire attention. Quoi. Comme il y a un sinologue, Jean-Philippe Béja, un sinologue au CNRS, qui dit une chose très simple, il dit « Hong Kong, c'est la Chine démocratique ». Et cet exemple-là pose un vrai problème au gouvernement chinois. Et je pense que pouvoir se passer de cet exemple arrangerait énormément Pékin. Mais bon, l'avenir nous le dira. Et, oui. Voilà. Et du coup, je suis désolé, en fait, on pourra en parler des heures, mais comme on est tenu par le temps, et on donnera plein d'éléments pour les personnes qui nous regardent. On ne peut pas aller assez loin, mais on permet d'aller plus loin avec tous les éléments qu'on donne ensuite dans la description de l'émission. Et on pourra en reparler un peu en troisième partie. Je voulais juste faire un petit point sur le monde diplomatique. On fait le petit point média, du coup, vu qu'on termine. Parce que vous pouvez nous en dire, on sait que le monde diplomatique va plutôt bien. Oui. C'est un excellent journal, voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Écoutez, donc, c'est un mensuel, ça, je pense que tout le monde le sait. Il traite à la fois des questions politiques internationales et des questions de politique intérieure. On a eu des périodes difficiles, on est sorti des périodes difficiles depuis 5-6 ans à peu près. On est aux alentours de 170-180 000 exemplaires en France. Donc on continue à augmenter à la fois les ventes en kiosque, les ventes en abonnement et puis les ventes sur site, électroniques. Donc ça, c'est plutôt plaisant. C'est d'autant plus important que ça nous permet d'avoir un peu de moyens financiers. Et des moyens financiers, comme vous le savez, c'est la possibilité de prendre du temps. C'est-à-dire, moi, je peux rester 3 semaines en Chine sans problème. Plus personne, aujourd'hui, plus aucun journal ne se paie ce luxe. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est qu'on est le journal le plus vendu ou le plus lu à l'étranger, dans le monde, qui tient au fait que nous avons des éditions étrangères. C'est-à-dire qu'on a une quarantaine d'éditions étrangères, avec soit sur papier, soit sur Internet, et que ça nous permet effectivement de rayonner et d'avoir aussi d'une certaine manière des correspondances. Les gens n'écrivent pas forcément, mais ça permet d'avoir une correspondance. Et j'ajoute enfin un troisième élément, c'est que la rédaction n'est pas composée que de journalistes au sens classique du terme, mais aussi de chercheurs, qui sont devenus journalistes. Et dans le journal écrivent et des journalistes et des chercheurs, et si possible, autant que faire se peut, des chercheurs des pays étrangers. Pour les Chinois, c'est un peu plus compliqué pour les raisons que vous avez dites tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Nouvelle flambée de violence dimanche dans les rues de Santiago, au Chili. La hausse du prix du ticket de métro a déclenché la fureur des manifestants. Une mesure suspendue, mais ce sont désormais les fortes inégalités sociales qui sont au cœur de la contestation. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Esto es colina, mira. Mira. Pour le 6e jour consécutif au Liban, ils sont des milliers à dénoncer la corruption et l'inaction du pouvoir.
les barrages sur les routes d'accès à la capitale, ni les contrôles et l'important dispositif de quadrillage de la gendarmerie nationale n'ont eu raison de leur détermination. Des milliers de personnes étaient parvenues à rejoindre la manifestation. Un défilé massif et des slogans sans équivoque qui résonnent comme une réponse au dernier passage en force de l'armée. Le jour où il y aura une équipe qui représente le peuple, à ce moment-là, on se présentera au vote. Je voulais commencer avec une citation. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Est-ce que vous savez d'où vient cette citation? Non. C'est l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. De celle de 93. Et donc voilà, on voulait ouvrir avec cette citation pour vous demander, Vincent Cespedes, pour vous, quels sont en fait les points communs aujourd'hui qui existent entre tous ces mouvements de révolte qu'on voit émerger un peu partout dans le monde, de Beyrouth au Chili, de Hong Kong à Barcelone? Les points communs, on les connaît un peu. Il y a un ras-le-bol des taxes, de l'augmentation du prix, du coût de la vie quotidienne. Ça, c'est vraiment l'élément déclencheur. Et d'ailleurs, l'expression qui revient tout le temps, c'est « ça a mis le feu aux poudres ». Il faut bien garder cette expression parce qu'après, il y a l'huile sur le feu. C'est une question de feu, tout ça. Et donc, ce qui met le feu aux poudres, c'est un ras-le-bol d'une taxe de plus, le prix du ticket de métro commande que de 3% au Chili. Donc, taxe WhatsApp voilà, au exactement. Liban. Taxe WhatsApp au Liban et autres. Donc ça, c'est important parce qu'il y a vraiment l'idée que la cocotte minute, elle perdure, elle peut durer des années, et qu'il suffit d'une étincelle pour que tout d'un coup, ça s'embrase. Il y a... Alors, en général, ça naît comme ça, un ras-le-bol, ça explose, et puis très vite, on va aller vers des revendications qui dépassent l'explosion du départ, des revendications en termes de représentativité démocratique, contre les inégalités économiques, c'est fondamental, c'est le point commun aussi. Il y a trop d'inégalités. Je crois qu'au Chili, c'est 1% de la population qui a 25% des richesses du pays. Donc, ces inégalités totalement outrancières révoltent les gens. Il y a aussi les réseaux sociaux qui permettent bien sûr de se coordonner dans les manifestations, mais qui permettent aussi d'avoir un embrasement simultané à plusieurs points géographiques simultanément. Ça, c'est du jamais vu. Et ce qu'on a vu il y a aussi des clins d'œil. Des clins d'œil, voilà, avec toute la pop culture qui s'infiltre, les mêmes symboles qui reviennent et autres, que ce soit Bruce Lee, Be Water, le Joker, V pour Vendetta et autres. Donc, ce que l'on a dans cet usage des réseaux sociaux est fondamental. Il est à la fois en termes d'organisation pragmatique, on peut communiquer, on utilise des messageries, et donc il y a une coordination, il y a si vous voulez, un appareil nouveau, un appareil logistique de coordination qui est incroyable, et de propagande aussi, parce qu'on n'est plus dans les tracts qu'on doit, au péril parfois de sa vie, mettre sur les murs. Là, ça se fait par les messageries, on envoie des affiches, des vidéos, etc. Diffusion d'informations en parallèle des médias traditionnels, on filme avec son smartphone. Et puis, une autre façon, et c'est là où c'est intéressant, une autre façon de réfléchir tous ensemble et d'avoir des points de comparaison avec des pays totalement différents, avec des problématiques totalement différentes. Ça, c'est notre monde que j'appelle la cybermodernité, et on a affaire à une explosion, les premières explosions, les premiers soulèvements populaires en termes de cybermodernité, c'est-à-dire où tout le monde est connecté. L'ultralibéralisme est une impasse, le Chili le montre, vitrine extérieure, tant qu'on gomme, tant que la cocotte minute n'explose pas, vitrine dans le monde entier, magnifique pays, etc. Et quand ça explose, on se rend compte que derrière la vitrine, il y a une accélération des différences sociales. Et je crois vraiment, on assiste à ça, à une explosion des vitrines. Un auteur, un germaniste que j'aime beaucoup, qui nous a quittés en 2016, qui s'appelle Philippe Ivernel. Philippe Ivernel, qui a traduit notamment Walter Benjamin, j'en parlerai tout à l'heure, lui, il dit une phrase que j'avais notée qui me semble résumer ce qui se passe. Le réel n'existe que par ceux qui, l'ayant devancé, l'appellent de leur désir. L'histoire ne se fait pas seule. Pour qu'elle s'anime aux yeux de l'homme, il faut qu'elle soit passionnément voulue. Et je crois vraiment qu'on a une sorte de crise mondiale de la passion dans le soulèvement. Ce qui est contagieux, c'est la passion humaine. Ce qui fait que des Hongkongais brandissent le drapeau catalan alors que c'est vraiment deux histoires différentes, c'est la passion que l'on a
pour la liberté, la passion que l'on a pour ce que l'on se fait comme idée de la liberté d'expression et la passion que l'on a pour éviter ces répressions violentes totalement démesurées et qui sont en plus décuplées par les smartphones et les médias alternatifs qu'on a tous dans la poche aujourd'hui. Donc on a affaire à un désir d'histoire. Au-delà de la lutte contre les inégalités, il y a vraiment des peuples qui disent on veut pouvoir compter, on veut prendre notre destin en main. C'est une explosion plus que démocratique, c'est vraiment philosophique. Tout d'un coup, ceux qui sont pauvres, qui se rendent compte qu'ils sont nombreux, ceux qui sont exclus, ce que j'appelais dans un de mes livres, la cerise sur le béton, j'appelais ça l'aphélie. Vous savez, en astronomie, l'aphélie, c'est le point de l'orbite d'une planète le plus éloigné du Soleil. Et politiquement, j'ai créé ce concept d'aphélie, c'est-à-dire le point dans la société le plus éloigné du centre du système, du pouvoir politique. On a affaire à une révolution des aphéliens. Et les Gilets jaunes sont des aphéliens. Et certains chercheurs parlent de mondialisation de la révolte, en fait, et disent que c'est une forme de première. Alors, je ne crois pas. Moi, je n'ai pas cette analyse. Non, parce qu'en fait, il n'y a pas, à part des conseils tactiques qui peuvent se passer, tiens, on peut imiter les Hongkongais, ils ont trouvé telle et telle parade pour les gaz et autres. À part ça, il n'y a pas vraiment un système qui permet une analyse systémique des choses. Il n'y a pas, si vous voulez, le Marx du XXIe siècle n'est pas encore là. Et il nous manque ça. Et je pense que vraiment, la grande puissance, si on veut que tout ça aboutisse à des formes de démocratie beaucoup plus inclusives, créatives, et des formes, comment dire, de politique où, justement, la possibilité qu'on a de voter sur les réseaux puisse aussi déboucher sur des possibilités de s'impliquer plus profondément en démocratie, je pense qu'il nous manque de la pensée. Et ce que je vois, c'est une immense carence, en fait, de pensée. À la différence de mai 68, où c'était des étudiants, enfin, bon, je parle du mai 68 français, mais ça existe sur pas mal de campus, c'était des jeunes qui étaient en sociologie, en philosophie, et quand vous lisez les tracts, ce que j'ai fait, mais c'est des tracts, c'est une nouvelle philosophie qui s'esquisse à tel point qu'elle a influencé les plus grands philosophes comme Deleuze et autres qui ont été à l'école de mai 68. Ce ne sont pas eux qui ont donné leur philosophie à mai 68, tous reconnaissent une dette intellectuelle. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une dette intellectuelle, on a une dette en termes de mobilisation. Les Gilets jaunes nous apprennent plein de choses, ils ont donné des claques à pas mal d'intellectuels, dont moi évidemment, pour nous réveiller et nous dire « faut bosser ». Mais là, il y a vraiment un besoin de penser la synergie. Elle n'est pas pensée, elle est de fait là, mais elle n'est pas pensée, c'est la prochaine étape. Et ça, à mon avis, ça serait totalement indestructible, car aucune répression policière ne peut aller contre les idées. Ce manque d'idéologie, justement, enfin, je vous voyais hocher la tête, donc j'ai l'impression que vous êtes d'accord, ce manque d'idéologie, moi je le retrouvais aussi en lisant tous les articles sur Hong Kong, dans cette idée que en fait, ces jeunes lycéens, ils ont pas forcément une pensée très construite derrière leurs actions, et notamment sur toute cette question de l'indépendance versus autonomie. La différence avec 68, c'est que 68, il y avait un espoir. Il y a un espoir d'une autre société. Alors on peut mettre dessus, il y avait différentes catégories entre les écologistes, les communistes, les maoïstes, peu importe. Mais il y avait l'idée d'un... Et puis Deleuze, et puis les autres, effectivement, il y avait un vrai espoir. Comme vous dites, les étudiants chinois, hongkongais, ils n'ont pas d'espoir. C'est-à-dire que l'absence d'espoir, l'absence de pensée du changement, c'est la pensée du changement qui n'est pas encore abouti. En même temps, il y en a un peu partout. C'est-à-dire, il y a plein de gens, vous en êtes, il y en a d'autres, il y a plein d'intellectuels, de philosophes, d'économistes, qui réfléchissent au changement de ce monde. Mais ce n'est pas encore, c'est des bouts comme ça, mais ce n'est pas encore agrégé. Et effectivement, on voit bien qu'ils se battent contre les dirigeants, les gouvernants, une partie des élites n'est plus légitime. Ça, c'est une affaire assez réglée d'une certaine manière. C'est un cri global, ça on le voit partout. Mais quel changement, même chez les jeunes qui manifestent, qui sont sur l'écologie, ils savent ce qu'ils veulent plus. Ça, en fait, c'est de la réaction. Voilà, contrairement à une aspiration, j'ai l'impression que là, on est dans une réaction d'opposition à un modèle économique qui a l'air de plus réussir à remplir son office, qui est de permettre aux gens de vivre dignement, de se projeter dans la vie, d'aspirer au bonheur, etc. Un rejet des dirigeants, des méthodes démocratiques actuelles, parce que, pareil, constat d'incapacité à avoir su rendre leur vie acceptable, digne, etc. Donc voilà, on a l'impression qu'effectivement les gens sortent parce qu'ils n'ont plus le choix. La même chose sur l'écologie, c'est-à-dire que les gens se disent on n'a plus le temps, la situation est catastrophique, et donc il y a plus une forme d'intervention, de réaction qu'une intervention de proposition, d'aspiration, quoi. Il y a une aspiration quand même. La liberté, c'est ce que vous disiez, c'est très important quand même, l'aspiration à vivre autrement, à vivre mieux et à participer.
Voilà, l'idée qu'on va être maître de notre destin, je pense que ça grimpe. On le voit un peu partout, même chez les Hongkongais, on le voit au Pays Basque, on le voit même au Chili, on voit des éléments comme ça. Profondément, l'enjeu, en fait, il est de sortir des démocraties marchées ou des pseudo-démocraties. Sortir de cette démocratie marchée, Angela Davis en parle et d'autres, c'est vraiment un enjeu fondamental. Ce rentabilisme, cette idée que quand les choses ne sont pas rentables en termes de culture, de santé, d'éducation, si c'est pas rentable, on doit éliminer ça. C'est ça l'ennemi, on le voit bien. Le problème, à mon sens, c'est que le logiciel qui a été le plus globalement, mondialement donné à tout le monde, le logiciel philosophique, c'est un logiciel assez anti-humaniste. C'est l'idée que finalement c'est le chacun pour soi, c'est l'idée qu'on est dans une concurrence des uns et des autres, et ça a été plus ou moins accepté en bougonnant, mais il n'y a pas vraiment eu de grande résistance par rapport à ça. Il y a un renouveau de l'humanisme à créer, il ne viendra pas à mon avis seulement des intellectuels, il viendra de la confrontation des peuples et de l'intelligence connective, ce que j'appelle l'intelligence connective. C'est l'opposition entre la résistance, je résiste à l'oppression, et la néo-résistance, je résiste en inventant du nouveau. Nous ne sommes pas encore vraiment dans la néo-résistance, nous sommes encore dans la résistance. Et à Hong Kong, est-ce que par exemple, on n'est pas un peu dans la néo-résistance? Et j'ai quand même le sentiment que là, ce qu'on voit à travers à Hong Kong, par exemple, la solidarité, il y a des images de gens qui se font arrêter, et tu as des manifestants qui vont attaquer le policier, pas pour l'attaquer lui, mais pour protéger leurs camarades, pour éviter qu'il soit arrêté, etc. On voit par exemple à Paris des manifestations de soutien des Gilets jaunes aux Hongkongais, on voit des réponses, donc j'ai quand même le sentiment qu'il y a cette forme, c'est pas nécessairement pensé, mais en tout cas, c'est dans les faits, il y a une envie de ça, il y a une demande de ça. Si vous voulez, on est en crise de réel, on est dans un monde virtuel, tout ça, ça se passe dans la virtualité. C'est vrai qu'il y a de la solidarité. Je vous relis cette phrase, le réel n'existe que par ceux qui l'ayant devancé, c'est ce qu'on n'a pas. Personne n'a devancé le réel. On ne peut pas raconter le monde que l'on veut demain pour nos petits-enfants. Et quand vous interrogez des Gilets jaunes, ils vous disent « je me bats pour mes petits-enfants ». Oui, c'est la difficulté à esquisser un futur souhaitable. Et j'insiste, ça viendra de tout le monde. Il faut que l'Aphélie, il faut que les Aphéliens et tous ceux qui les aident puissent penser le monde qui vient. Ça veut dire que tout le monde doit devenir un peu philosophe là-dedans, dans le sens philosophe dans la rue, bien sûr, pas dans les chaires d'université. La puissance, elle n'est pas dans une surenchère insurrectionnelle, où finalement le policier aura toujours le dernier mot, ou les chars éventuellement. La puissance, elle est dans une surenchère d'idées. Ce sont des idées nouvelles qui vont faire que l'espoir va revenir. Imaginez un peu, vous voyez comment les Hongkongais se battent comme des lions. Imaginez des Hongkongais avec une idée, un idéal, un espoir très concret d'une société alternative ou d'une société de demain. Là, c'est imbattable. Les Gilets jaunes ont commencé dans le purement tactique, pragmatique, contre les taxes, et ils ont fini philosophes, plus ou moins, mais en tout cas, ils ont fini en disant « mais non, c'est le changer la vie que l'on veut, le fameux changer la vie rimbaldien de mai 68, il doit se réinviter là-dessus, et c'est ce qui manquait à mon avis à Nuit debout. Il se peut que l'intellectuel ne soit pas notre meilleur ami dans ces choses-là, qui va venir avec sa vieille marotte, ses vieilles chapelles, ses vieux travers, lutte des classes, les riches contre les pauvres. Il n'est pas dit que l'intellectuel soit le meilleur allié de ces peuples en colère qui veulent une vie meilleure pour leurs enfants. Paloma, vous citiez avant la déclaration de 93, donc l'insurrection comme le plus sacré des devoirs. J'ai un peu cette impression que l'insurrection est toujours un peu plus verte ailleurs et si possible très très loin de là où on la regarde, notamment médiatiquement. Martine Müller, vous parliez tout à l'heure des manifestants pro-démocratie d'Hong Kong et des violents catalans. On peut étendre la chose aux violents gilets jaunes. Ce que j'ai vu par exemple en Espagne, notamment sur les télés espagnoles, sur les plateaux d'infos en continu, c'est le temps démesuré accordé aux commentaires qui n'est là que pour l'injonction à la condamnation de la violence. Quelque chose qu'on a vu aussi en France avec les Gilets jaunes. Donc c'est le cas, par exemple, le président du gouvernement catalan, Quim Torra, a été appelé de tous les côtés à condamner la violence des manifestants. Vraiment, c'est quelque chose qui grignote l'espace médiatique consacré à la question catalane et qui empêche de parler d'autres questions. On place en priorité la condamnation morale d'un mode d'action particulier, donc l'affrontement violent avec les forces de l'ordre, comme le prérequis qui doit d'abord occuper l'espace médiatique. Et ça empêche de parler de plein de choses, des conditions politiques d'émergence de ces mouvements-là, des conditions sociales, de la question nationale en Espagne, de la question sociale en France, de plein de questions qui sont complètement happées par cette espèce d'injonction permanente à la condamnation des moyens d'action, qui est une question légitime, sur laquelle on peut avoir des positions opposées. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a une sorte de survalorisation de l'affrontement violent.
assez viriliste, hein, même s'il y a des femmes, c'est un truc, ouais, on y va. Je comprends le désespoir, je comprends la rage, je comprends qu'on est... mais moi, je suis plus sur les idées. C'est-à-dire que je pense vraiment que la sortie de tout ça, c'est vraiment des idées nouvelles. Et ce qui a fermé un peu les vues, c'est le RIC comme alpha et oméga de ce qu'il faut proposer. Il faut être beaucoup plus créatif, à mon avis. Et il y a une sorte d'explosion créative qu'on pourrait avoir en France, parce qu'on a tout à portée de la main en France. On a la culture à portée de la main, on a les livres à portée de la main, on a le débat possible quand même à portée de la main, parce qu'il n'y a pas que les chaînes info, n'importe qui peut faire son live Facebook et philosopher avec tout le monde. Donc on a ces moyens-là, mais on ne les prend pas. Il y a une sorte d'inertie intellectuelle, ou même d'une séparation entre l'intellectuel et puis celui qui va aux affrontements. Et ça, c'est préjudiciable. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui dorment aussi en France. Dénoncer l'intellectuel complètement aligné sur le pouvoir, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est de proposer quelque chose de plus fort intellectuellement. Oui, moi, je ne suis pas dans la dénonciation justement de l'intellectuel, je suis dans la dénonciation du dispositif médiatique qui oblige en permanence l'intellectuel à se positionner moralement sur la question de la violence, plutôt que justement de pouvoir exposer ses idées. C'est que s'il est invité sur les chaînes info et qu'il décide de jouer le jeu. Info, mais qui encore, à mon avis, ont un rôle considérable qu'on ne peut pas éluder si facilement. Tout le monde n'est pas Facebook, tout le monde n'a pas... Si, tout le monde a Facebook, justement. C'est justement ça la différence, c'est que non, tout le monde a Facebook. Non, je crois qu'il y a une partie qui lutte qu'à Facebook, il y a l'autre partie qui n'a pas Facebook, qui est peut-être peu. Qu'aujourd'hui... Ça ne veut pas dire que, encore une fois, je pense que sur les réseaux sociaux, c'est fondamental. Et vous savez bien que la plupart des gens qui regardent BFM n'accordent aucun crédit à BFM, c'est tout le paradoxe. Oui, mais en même temps... Mais c'est compliqué, ça. Enfin, ça, vous avez dû étudier. Entre ne pas avoir confiance et... que ça imprègne quand même les esprits, effectivement, on ne parle que de violence. C'est quand même sur Hong Kong, on a réussi le miracle à parler d'autre chose que de violence. Sur les Gilets jaunes, on a parlé pour une grande part de violence. Tous médias confondus. Sur le Chili, on parle violence. Sur l'Espagne, on parle violence. C'est-à-dire que la difficulté à avoir un débat démocratique pluraliste et créatif, qui demande quand même des séances plus que Facebook, plus qu'un post sur Facebook. Je ne sais pas ce que vous dites, hein, évidemment, mais qui demande des rassemblements dans la vraie vie aussi, dans le réel précisément. Ça, on a du mal, pour l'instant, on a du mal à le mettre en place. J'ai l'impression qu'on a du mal, non pas parce que le pouvoir nous en empêche ou BFM nous en empêche, j'ai l'impression qu'on a du mal parce qu'il y a une stratégie de ceux qui nous gouvernent et de ceux qui finalement s'en sortent bien à bon compte avec ces inégalités et autres, c'est la stratégie justement de l'huile sur le feu. Je vous ai parlé du feu aux poudres, mais il y a aussi maintenant la stratégie de l'huile sur le feu. Et c'est vrai que l'huile sur le feu, que ce soit une répression délirante, que ce soit des déclarations qui mettent en colère, que ce soit des faux débats pseudo-démocratiques, cette colère légitime qu'on tire de tout ça nous empêche de penser. Et c'est une stratégie politique, c'est pas simplement mécaniquement on n'arrive pas à parler et à se rassembler. C'est une vraie stratégie qu'il faut penser politiquement, de court-circuitage du débat fécond et des idées nouvelles, avec une sorte de surenchère. Il suffit de voir Emmanuel Macron à Mayotte, le discours vide, oui, on n'a pas encore fait, c'est une question d'ingénierie, mais enfin, c'est de la techno-bureaucratie verbale. Quand vous voyez la criminalisation des émeutes par Piñera au Chili, hein, qui parle de guerre, etc., etc., donc on a affaire à de l'huile sur le feu qui est mis et qui rend fou le peuple. Et cette folie-là, il faut qu'on l'analyse. Un peuple fou de rage, qui a raison quelque part, est un peuple dans l'émotion, est un peuple qui ne va pas vouloir penser du nouveau, et il va être dans la réaction et dans le va-t-en-guerre. Donc il faut vraiment réfléchir que ça, c'est une stratégie aussi du pouvoir pour se préserver, que de rendre fou avec de l'huile sur le feu, et ça empêche le débat créatif, à mon avis. À propos de changement de paradigme, d'inspiration et d'idées, on va conclure cette émission en vous demandant à chacun un contenu, comme on le fait à chaque fois, qui vous a inspiré récemment, ou vous inspire et où vous dites tout le monde devrait avoir vu, lu ou entendu ça. Mercredi dernier, à la librairie Vrin, place de la Sorbonne, il y avait l'attribution du prix européen de l'essai Walter Benjamin à Marc Berdet, qui est un intellectuel, philosophe, qui mérite d'être lu. Il a un très beau livre, Fantasmagorie du capital, l'invention de la ville marchandise, 2013, où il montre finalement que le capital façonne depuis 3 siècles tout notre environnement onirique. C'est absolument indispensable. Martine Bullard.
Moi, je voudrais bien en prendre deux. Je suis toujours, voilà, il faut toujours plus. Pas de problème. La première, c'est toutes les interviews de Ken Loach dans la presse, là, sur son film Sorry We Missed You. Parce que c'est quand même faramineux de voir la presse qui accueille Ken Loach comme si de rien n'était, posé comme si de rien n'était, alors que quotidiennement, il nous explique qu'il n'y a pas d'autre politique et que franchement, l'ubérisation, c'est pas si mal que ça pour développer l'économie. Donc ça, parce que c'est assez drôle de voir le paradoxe. Et la deuxième chose, peut-être plus sérieuse, mais c'est la série faite par Mordia et Roté sur profit, salaire, profit, et j'en ai oublié un, sur Arte, qui décortique justement avec une série d'économistes français, enfin économistes, sociologues, philosophes français, européens, africains et chinois. Il y a un chinois qui n'est pas triste. Et donc qui explique, qui décortique un peu le libéralisme et ce que c'est aujourd'hui, les questions économiques qui bloquent quand même aujourd'hui. Parmi les blocages qu'on a, on a aussi l'idée qu'on ne peut pas faire autrement, et que dans la stratégie mondiale, ben voilà, c'est comme ça, c'est la voie naturelle, entre guillemets. Et donc, ça décrypte un peu tout ça et va dans la boîte noire, si je puis dire. Et c'est un peu exigeant, comme les séries faites par Mordia, comme il avait fait sur Jésus-Christ, pour ceux qui ont vu. C'est un peu exigeant, c'est-à-dire que c'est vraiment, il faut s'installer, il faut le prendre bout à bout. Oui. Mais quand même, franchement, aujourd'hui, c'est quand même une belle réussite. Et je conseille à tout le monde de le lire. Et moi, pour ma part, je choisirais deux ouvrages d'un même auteur, donc De nos frères blessés pour le premier et Kanaki pour le second de Joseph Andras, qui sont des romans, mais à cheval entre l'enquête sociologique, l'enquête d'historien, le travail journalistique et le travail de romancier. Donc De nos frères blessés qui raconte la vie de Fernand Yveton, cet ouvrier anticolonialiste engagé auprès du FLN algérien et qui sera exécuté par l'armée française après ne pas avoir posé une bombe. Enfin, j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir l'histoire. Et Kanaki qui raconte la vie d'Alphonse Dianou, leader des militants Kanak pendant le massacre de la grotte d'Ouvéa. Et ces deux ouvrages qui sont de superbes sources de réflexion sur la violence et aussi les rapports de colonialité. Enfin, et c'est écrit avec une plume magnifique. Merci beaucoup d'avoir suivi Mauvaise Presse. On vous retrouve dans une quinzaine de jours. Et n'oubliez pas, tous les liens qui ont été décrits dans l'émission, et plus encore, on va vous mettre plein de liens pour aller plus loin sur tous ces sujets-là, etc., seront dans la description de l'émission. Et n'hésitez pas à nous faire des retours et à nous parler vous-même des liens et des choses qu'on aurait oublié de mentionner ou qui peuvent apporter un éclairage supplémentaire sur ce qu'on a traité aujourd'hui. On les rajoutera si c'est pertinent. Merci et à dans 15 jours.